Bonjour Frédéric. Vous êtes peut-être en vacances en Tunisie ou tunisien vous-même et vous nous regardez en ce moment sur TV5 et on vous en remercie et on vous embrasse. Mais est-ce que vous savez qu'entre la Tunisie et l'Europe en ce moment, c'est ce qu'on appelle les grandes manœuvres et on va vous expliquer, Frédéric va vous expliquer ce qui se passe. Il y a vraiment un balai diplomatique entre l'Europe et la Tunisie. Normalement, Jean-Claude Juncker de la Commission européenne devait y aller. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais il a envoyé le 12 juillet ce monsieur que vous allez voir tout de suite, qui est le commissaire européen chargé de la politique de voisinage. C'est l'Autrichien Johannes Hahn, chargé donc des relations de l'Europe avec ses proches voisins. Il y a aussi eu dimanche dernier, le 22, notre ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui est allé là-bas. Vous voyez, il a rencontré le président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, qu'on voit ici sur ces images. Rien que ce mois-ci, se sont rendus à Tunis le vice-président de la Banque européenne de développement, celui de la Banque mondiale pour l'Afrique du Nord, des représentants du FMI, et j'en passe. Jean-Yves Le Drian a aussi vu, après le président, le Premier ministre que voici, Youssef Chahed. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe actuellement en Tunisie? Ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'aider à la stabilisation de ce pays, qui est un des rares à avoir fait une transition démocratique à peu près réussie depuis les printemps arabes. Parce que depuis le renversement du dictateur Zine Ben Ali, le 14 janvier 2011, début 2011, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Parce que, certes, Ben Ali était un dictateur, mais en même temps, les dirigeants français le fréquentaient volontiers. Vous voyez ici le président Chirac à l'époque, parce que c'était un dirigeant laïque dans un des pays les plus développés d'Afrique, avec un statut de la femme parmi les plus égalitaires de la région. Bon, donc après la révolution de 2011, on a craint à un moment que le pays ne se soit débarrassé du dictateur Ben Ali, mais pour aller vers un chaos à la syrienne, par exemple. D'autant plus qu'il y a eu des attentats islamistes, rappelez-vous, à Tunis, au musée tunissois du Bardo, ou bien près de la ville de Sousse. Vous voyez ces images, ici c'est le Bardo, en mars et en juin 2015. Dans ces deux attentats, il y a eu près de 50 morts en tout, donc attentats islamistes. On craignait aussi éventuellement une situation à l'égyptienne parce que le parti islamiste tunisien a de bons résultats aux élections, un peu comme ça a été le cas en Égypte. Alors en Égypte, rappelez-vous ce qui s'était passé. Les islamistes ont été élus et puis il y a eu un coup d'État militaire pour les renverser. En Tunisie, le leader du parti islamiste, c'est ce monsieur qui s'appelle Rached Ghannouchi. Alors pour l'instant, ça se passe quand même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Vous voyez la composition actuelle de l'Assemblée tunisienne. En rouge, vous avez le parti du président qui est actuellement au pouvoir, qui s'appelle Nida Tounes, qui est un parti laïque. Mais il est talonné juste derrière en bleu par le parti Ennahda, qui est le parti islamiste. Bon, il faut savoir que ça n'est que depuis septembre dernier que les femmes tunisiennes ont le droit d'épouser un homme qui ne soit pas forcément musulman. Ça ne se faisait pas auparavant. Il reste à faire en matière de dépénalisation de l'homosexualité, en matière d'égalité homme-femme, puisque par exemple, c'est toujours pas l'égalité pour ce qui est de l'héritage entre les hommes et les femmes. Bon, c'est en discussion en ce moment, ça devrait se faire. Donc l'idée, c'est d'aider la Tunisie, et il n'y a rien de mieux pour stabiliser un pays que de l'aider de manière économique. Par exemple, on a un gros dossier en ce moment avec eux sur l'huile d'olive. C'est une ressource très importante en Tunisie. Et donc l'Union européenne, on discute pour augmenter notre importation d'huile d'olive tunisienne, la passer de 60 à 90 000 tonnes. Donc vraiment, ce serait un gros coup de pouce à l'économie tunisienne. Il y a aussi ce sont les accords de coopération, de libre-échange entre l'Europe et ses proches voisins qui ne sont pas dans l'Union européenne. Vous voyez qu'on le fait déjà avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais on ne le fait pas encore avec l'Afrique du Nord. Et c'est en discussion en ce moment. La Tunisie est toujours un pays assez pauvre. Regardez, en comparaison avec la France, où on gagne 44 000 euros par an par habitant, des pays comme le Portugal ou la Pologne, c'est 30 000. Bon, vous voyez, à gauche, la Tunisie est pile entre l'Algérie et le Maroc de ce point de vue-là, du point de vue de la richesse. Et elle est riche, à peu près comme l'Albanie ou la Bosnie-Herzégovine, pour comparer avec des pays européens, qui sont donc les pays les plus pauvres d'Europe. La Tunisie a à peu près un niveau de richesse comme l'Albanie, par exemple. Alors, tout n'est pas rose non plus entre l'Europe et la Tunisie. Par exemple, la Tunisie a été classée brièvement paradis fiscal. En fait, c'est surtout, même si ça a été terminé un peu après, c'est surtout parce que le système bancaire est assez opaque et ça pourrait financer l'islamisme. Donc, il y a quand même des bisbilles, mais en règle générale, on essaye quand même de se rapprocher de la Tunisie pour aider à son développement. Je vous signale aussi, pour terminer, que le Monde diplomatique, regardez, fait un numéro spécial en ce moment qui est dans les kiosques sur la Tunisie, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup pour ce décryptage de l'actualité, Frédéric.